Voilà, bonsoir à toutes et tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire sur le voyage ce soir. Je me présente, je m'appelle Amélie Bechler, je suis en charge des cours et des formations au Centre Romand de la Société suisse de la sclérose en plaques à Lausanne. Et puis au programme ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir deux intervenants. Pierre-Margot Catin de l'association Cap Contact, avocat, ethnologue, professeur HES, pardon, mais surtout globetrotter en fauteuil roulant, et Soriana Dro, assistante sociale à la Société CEP. Tu peux mettre la slide programme, Soriana. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les écrire à tout moment dans l'espace prévu à cet effet. Donc en général, vous avez un petit Q&R soit en bas, soit en haut de votre écran. Et puis on tâchera d'y répondre à la fin de la présentation. On parviendra peut-être pas à répondre à toutes les questions, ça dépend aussi si elles sont un peu trop personnelles ou précises. Mais si jamais vous pourrez sans aucun problème reprendre contact avec nous par email ou par téléphone par la suite et vous recevrez la présentation. Le webinaire sera disponible en ligne également sur notre site internet et chaîne YouTube d'ici quelques jours si vous souhaitez le consulter à nouveau ou le partager. Alors, tu peux passer la slide suivante. Et donc, on va passer ce soir à travers les différentes étapes du voyage. Et puis, à la suite de ce cours, il y aura une visite de l'aéroport de Genève le 4 mai. En automne, il y aura un cours en ligne pour pouvoir débriefer, faire le point sur les voyages que vous aurez peut-être fait cet été avec un ergothérapeute et la date va bientôt être annoncée sur notre site. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole et l'écran à Pierre-Margot Catin de Cap Contact, puis à Soriana Dro, ma collègue. Et puis pour ma part, je vous retrouverai à la fin du webinaire pour les questions. Bonne présentation. Voilà, bonjour tout le monde. Ça me fait bien plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous à travers ce webinaire autour de la question du voyage, en ayant à l'esprit l'idée que le voyage, c'est de l'inspiration, c'est du rêve. Et comme le disait Nicolas Bouvier, un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On va même croire qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Ça montre bien l'importance du voyage et à quel point c'est fondamental de pouvoir garder le rêve du voyage et de pouvoir voyager. Et oui, en fait, le possible devient normal parce que le voyage, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible pour de plus en plus de personnes. Le voyage se démocratise de manière générale, mais aussi ça devient possible pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes qui vivent avec un handicap au quotidien. Parce que notamment, au niveau international, on s'est rendu compte qu'il y avait un marché intéressant, et que ce marché s'ouvre concrètement pour le tourisme pour tous, notamment sous l'impulsion de l'Organisation mondiale du tourisme. Et il y a vraiment une prise en compte de l'impact économique et de l'impact social du tourisme pour tous, qui se fait de plus en plus dans plein de régions du monde, et en Suisse aussi, lentement mais sûrement, cela devient un sujet d'actualité. Et cet élément est renforcé par l'idée que la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées souligne l'importance et le droit à participer à la vie sociale et culturelle, et ça inclut notamment la notion de tourisme adapté. Alors oui, les voyages forment la jeunesse, mais ils favorisent aussi le maintien d'une vie active, dynamique et passionnante sous l'angle de la participation sociale. Alors, où partir? Ben, Henri Miller le disait très bien, une destination n'est jamais un lieu, mais c'est une nouvelle façon de voir les choses. Donc, partir, oui, mais partir où et comment? Eh bien, le champ des possibles aujourd'hui est très ouvert. Je pense qu'on peut imaginer partir où l'on veut, mais il y a un prérequis, entre guillemets, c'est qu'on ne part pas à l'aveugle sans savoir ce que l'on fait et où l'on va. Cela nécessite d'abord de bien se connaître pour être sûr que le choix de notre destination corresponde effectivement à nos attentes. Donc, il faut savoir reconnaître ses envies, être capable de définir, oui, c'est bien cela que je veux, c'est ce dont je rêve, ou c'est juste pas possible parce que c'est pas ça que j'ai envie. Après, il faut s'autoriser à rêver aussi.
On a trop souvent en tête des limites que l'on se pose en se disant, de toute façon, je ne pourrai jamais faire ça, ce ne sera pas possible. Eh bien, parfois, ça vaut la peine de s'autoriser à rêver et à oser aller au bout de ses rêves. Mais c'est important d'identifier ses peurs et ses limites pour savoir jusqu'où on peut aller et comment est-ce qu'on peut y aller et jusqu'où il ne faut pas aller, par exemple. Ensuite, il faut oser. Oser se lancer, essayer et y aller. J'ai envie de dire, comme une pub pour la connue en Suisse pour la viande, tout le reste, finalement, ce n'est que garniture. Alors, il y a bien sûr toute une série de défis à relever pour pouvoir voyager. L'important est de garantir que l'on couvre les besoins, nos besoins minimaux pour pouvoir vivre le voyage de manière adéquate. Et les besoins minimaux vont porter principalement sur des questions de logistique, notamment transport jusqu'à destination. Euh, Gros défi aussi, comment vais-je gérer, comment vais-je pouvoir me déplacer et gérer finalement les transports sur le lieu de vacances? Qu'est-ce que je vais trouver comme moyen de transport? Comment vais-je me loger? Dans quelles conditions? Quel type de logement? De quoi j'ai besoin en termes de logement adapté? Les défis à relever portent aussi sur ai-je une assistance personnelle sur place qui va pouvoir m'aider dans le quotidien? Vais-je prendre mon assistance avec moi? Vais-je plutôt privilégier d'engager éventuellement du personnel professionnel sur place? Comment est-ce que je gère cet aspect? Est-ce que je tiens compte comment dire, uniquement de mes proches aidants, par exemple? Toutes des questions qui sont des défis à relever. Après, il y a des défis qui sont plus précis en termes de définition des besoins, des conditions d'hygiène dont on a besoin. Quel est le minima d'hygiène nécessaire pour pouvoir rester en bonne santé, en toute sécurité? Il y a des défis très concrets qui se posent aussi. C'est comment est-ce que je vais gérer l'accès aux toilettes? Est-ce qu'il y a des toilettes adaptées ou pas? On ne peut pas se passer de toilettes plus de 2 jours. 2 jours, c'est déjà beaucoup pour beaucoup de personnes, hein. Donc, ça montre à quel point l'accès aux toilettes est un questionnement qui doit être central dans les défis que doit relever pour organiser un voyage. Il y a aussi des défis en lien avec le fait de savoir comment est-ce que je gère la nourriture locale. Est-ce que mon transit intestinal supporte bien des nourritures un peu plus exotiques, par exemple, ou pas du tout? Comment est-ce que je gère les épices? Y a-t-il des aliments qui seront des aliments que je trouverai à l'étranger qui vont peut-être me mettre en danger dans mon équilibre? Et puis, il y a aussi la gestion du climat. On n'est pas tous identiques face au climat. Et pour certaines personnes, c'est pas toujours évident de gérer la chaleur, l'humidité, ou inversement le froid, la neige, la pluie, tout ce genre de choses. Donc, on voit qu'il y a tout de même, quand même, dans l'organisation d'un voyage, un certain nombre de défis relativement précis, mais relativement importants qu'il faut relever pour pouvoir réussir un voyage. Alors, en fait, ces défis, eh bien, on peut les mettre en lien avec la notion de handicap. Ces défis, c'est des défis, en fait, que tout le monde a. Et c'est pas parce que l'on vit avec un handicap de manière particulière comment dire, que l'on a ces défis spécifiques. Aujourd'hui, la notion de handicap, elle évolue, on le sait. D'ailleurs, la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées le dit, le handicap n'est plus la conséquence directe d'une pathologie, mais c'est bien la diminution de participation sociale qui est due à une interaction difficile entre une personne, ses singularités, ses incapacités, mais aussi un contexte, c'est-à-dire des obstacles comportementaux et environnementaux que l'on peut rencontrer dans un environnement donné. On voit bien sur ce schéma, qui est une réécriture du processus de production du handicap, la réalisation, le degré de réalisation de l'habitude de vie va permettre de définir si on est en situation de participation sociale ou en situation de handicap.
Et le degré de réalisation de l'habitude de vie est en lien direct avec la définition des caractéristiques de la personne en interaction avec un environnement donné. Dans un contexte de voyage concret, on peut reprendre ce schéma. Le schéma est malheureusement inversé, mais on va le transposer. Les usagers, eh bien, les usagers, ils ont des aptitudes particulières qui vont définir leur degré d'interaction avec l'environnement. Ces aptitudes, elles peuvent être motrices, elles seront de déplacement, de préhension, des aptitudes visuelles, des aptitudes auditives, des aptitudes cognitives, des aptitudes de communication, voire même des aptitudes plus ou moins importantes en matière de rythme cardiovasculaire. L'environnement, lui, c'est l'environnement bâti, la voirie, les bâtiments, l'aménagement, les équipements, les services. Et cet environnement, pour pouvoir être utilisé adéquatement, il va requérir de se déplacer, d'atteindre des objets, de lire des textes, d'engendrer des messages, d'entendre des messages, pardon, de comprendre une signalétique, de se repérer, de s'orienter. Si les aptitudes et l'environnement ne correspondent pas, eh bien, nous sommes en situation de handicap et ça peut amener à une pénibilité dans la réalisation de l'habitude de vie ou alors carrément à une impossibilité de cette réalisation d'habitude de vie. Alors l'idée, c'est bien de voir qu'est-ce qui fait que l'on peut réaliser l'habitude de vie de voyager et à quoi est-ce qu'on doit être attentif. On est dans cette dynamique interactive. Alors, comme je vous l'ai dit, nos propres incapacités nous sont personnelles. C'est la dimension personnelle du schéma. Ça peut porter sur un taux de fatigue plus élevé, un risque de fatigue plus élevé que la moyenne. Il peut y avoir des difficultés motrices, des difficultés sensitives, des réductions de la capacité visuelle, une concentration et une mémorisation altérée, une sensibilité au bruit et à la lumière différente, une moindre adaptabilité aux variations climatiques, etc., etc., etc. Vous voyez que je n'ai pas une seule fois parlé de pathologie. J'ai juste mis en avant des incapacités. Ce n'est pas la pathologie qui nous intéresse, c'est quelles sont les limitations de la personne concrètement dans l'idée de voyager. Et puis les obstacles ben, sont principalement les obstacles environnementaux, architecturaux, absence de services d'assistance par exemple, absence de transport adapté, un hébergement inadapté, une information erronée ou peu fiable. Ça peut être un obstacle environnemental lié à la non-maîtrise de la langue étrangère du pays dans lequel on se rend, par exemple. Et puis, dans les obstacles de nature plutôt humaine, quand on voyage, il y a peut-être un obstacle auquel on ne pense pas souvent, c'est la relative ouverture culturelle de certaines régions du monde à la situation de handicap. Il y a des endroits du monde où la personne avec handicap sera extrêmement bien accueillie, une population très chaleureuse, très attentive, très avenante, voire très au service d'eux, si j'ose dire ainsi. Je pense notamment à la Thaïlande, par exemple. Et il y a d'autres régions du monde où ben, peut-être que la relation au handicap est plus difficile à gérer au quotidien, parce qu'il y a des freins culturels, il y a des freins religieux, il y a des préjugés, des choses de ce type-là, notamment certaines régions d'Afrique du Nord, certains pays arabes, mais aussi certaines régions qui sont sous une grande influence judéo-chrétienne, extrême sud de l'Europe, Amérique du Sud par exemple. Alors, ben, pour organiser au mieux son voyage, il est important de suivre un certain nombre de recommandations, notamment en amont, c'est-à-dire avant même d'organiser le voyage. Et puis, Peter Drucker le disait, hein, la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Alors, je vous propose une petite checklist rapide pour assurer de diminuer au maximum le niveau de stress en voyage. On pourrait résumer par no stress, eh bien, ça veut dire qu'il faut anticiper et planifier.
Ce sont deux mesures fondamentales, anticiper les choses et planifier à l'avance. Le last minute, c'est pas pour les personnes avec handicap. C'est impossible. C'est très difficile. Il y a tellement de risques d'échec dans l'expérience voyage que ça vaut même pas la peine d'essayer. Alors, il faut commencer par faire un checklist d'éléments importants que vous allez voir tout à l'heure, et puis aussi poser un rétro-planning pour faire les choses dans le bon sens. Et surtout, anticiper et ne pas faire les choses à la dernière minute. Ce qu'il faut faire en premier, c'est prioriser par rapport à nos besoins, prioriser ce qui est vital, donc indispensable, de ce qui est nécessaire mais on peut peut-être se débrouiller sans, de ce qui est du domaine du confort. Parfois, dans le voyage, eh bien, on doit se limiter au vital et puis peut-être tirer un trait sur l'idée du confort, du moins de manière temporaire. Il est important de se renseigner en amont et de vérifier les informations que l'on a sur la destination, son accessibilité à travers les réseaux, les chats, mais aussi à travers les pairs. C'est-à-dire que le meilleur moyen d'avoir des informations viables, c'est de pouvoir rentrer en contact avec quelqu'un sur place qui vit la situation de handicap ou une association de défense des droits, par exemple, et des intérêts des personnes handicapées dans ce pays. Ce sera le meilleur moyen d'avoir des informations claires et précises. Il est important aussi en amont et à l'avance de trouver et d'organiser des points de chute, à savoir des contacts d'urgence sur place pour répondre aux exigences médicales d'urgence, pour répondre aux exigences de maintenance ou de réparation des moyens auxiliaires, par exemple, parce que c'est terrible, mais c'est pratiquement chaque fois en voyage que votre fauteuil va se casser ou qu'il y aura un problème. Donc, il faut avoir à l'avance des points de chute pour pouvoir résoudre ces problèmes qui sont inhérents au voyage. Je vous propose aussi d'anticiper un contrôle médical avant de partir en voyage et en vacances, avec notamment une mise à jour de la médication que le médecin va faire, y compris une mise à jour des ordonnances et, si possible, d'obtenir une ordonnance de réserve en langue anglaise ou dans la langue du pays de destination, c'est encore mieux, avec des médicaments qui seraient des médicaments génériques que l'on peut retrouver ailleurs et pas forcément des marques spécifiques que l'on trouve seulement en Suisse, par exemple. Histoire que si vous avez à aller chercher des médicaments à l'étranger, vous puissiez les obtenir. Pensez aussi à anticiper et à vérifier votre matériel. Le matériel, notamment les moyens auxiliaires. Et puis planifier à l'avance, quelques semaines avant le départ, un service de maintenance de vos moyens auxiliaires pour être sûr que tout est en ordre et que vous n'allez pas avoir une casse juste le premier jour du départ, par exemple. Alors, les sources d'information, eh bien, il y en a beaucoup. Notamment, il y a de plus en plus d'applications smartphones qui existent dans ce domaine, mais attention. Il n'y a pas d'application générale et généraliste. Chaque pays, chaque ville, parfois même chaque prestataire touristique a ses propres applications. La fiabilité de ces applications est souvent assez discutable parce que très souvent, les informations qui sont contenues sont des informations qui ne sont pas vérifiées. C'est des informations qui sont données par les prestataires de services, mais qui ne sont pas directement vérifiées. Parfois, les applications, ça peut être problématique à télécharger sur son téléphone portable, surtout si on le fait à l'étranger. Donc là aussi, anticipez, si vous avez besoin de quelque chose, faites-le à l'avance. Favorisez plutôt les chats et les sites de prestataires directs que les applications généralistes. Il y en a tout de même trois que je peux vous citer qui sont intéressantes. Il y a Jinto, qui est une plateforme d'accessibilité collective dans laquelle sont réunies des informations d'accessibilité fournies par des personnes en situation de handicap. Donc, c'est une sorte de crowdfunding qui crée la base de données de Jinto. Willamp, c'est un peu le même principe et Willamp recense des éléments intéressants pour nous. Ce sont les toilettes adaptées et les places de parc accessibles
Je dirais principalement en Europe, mais il y a d'autres endroits du monde aussi. Et puis, il faut savoir que Google Maps, simplement Google Maps, vous pouvez aller dans les paramètres de Google Maps et définir l'accessibilité dans les paramètres de telle façon à ce que vous ayez, quand vous recherchez sur Google Maps, des informations spécifiques sur l'accessibilité des lieux et des infrastructures. C'est parfois une très bonne source d'entrée, notamment si vous cherchez un restaurant. Vous allez pouvoir savoir s'il est considéré comme accessible ou non, par exemple. Alors, le message clé que je peux vous donner quand vous décidez à partir en voyage, ben, gardez à l'esprit que partir en voyage, c'est pas être chez soi. Donc, voyager, c'est inévitablement accepter une perte de confort. C'est le prix à payer pour voyager, si j'ose dire ainsi. Ah, Oui, j'ai perdu pardon. le son. J'ai perdu le son, pardon. Ah, est-ce que c'est bon là, Pierre? Oui, Oui, vous c'est tout bon. m'entendez? Oui. D'accord. Alors, on peut passer au slide Pardon. suivant. Merci. Super. Ben, merci Pierre pour ce message. Bonsoir tout le monde. Moi, je vais aborder un peu plus en détail tout ce qui est lié à la planification. Euh, je vous remets une petite checklist aussi pour un peu voir ce qu'on va aborder ensemble. Mais de nouveau, le but principal, comme l'a bien dit Pierre, c'est d'éviter, enfin, de, d'anticiper un maximum pour éviter le maximum de stress aussi euh, pour voyager. Et puis, effectivement, il y a des choses qui peuvent être faites plus ou moins à l'avance, avec déjà un projet en tête ou pas. Donc, on va voir ça ensemble. Et puis, donc, il y a se renseigner un maximum, comme ça a bien été dit. Et si la planification, c'est pas votre truc, n'oubliez pas que vous pouvez faire appel à une agence, soit classique, soit il y a des agences de voyage qui proposent des voyages adaptés. Bien sûr, ça représente un complément de budget à mettre dans votre tirelire de voyage, mais voilà, si jamais c'est des choses qui sont possibles. Et d'ailleurs, je vais juste vous en présenter deux. Il y en a plusieurs en Suisse, mais notamment, j'ai mis le lien de Procab Voyage. Et puis, grâce à Internet aujourd'hui, il ne faut pas hésiter aussi à voir pour les agences à l'étranger, notamment en France. Je vous ai mis l'exemple de Yola, qui propose des voyages aux quatre coins du monde et aussi des événements sportifs, notamment là sur leur site Internet. Ils ont conçu un voyage adapté pour les Jeux Olympiques de Paris. Donc voilà deux exemples. Et puis Pierre Margot Catin s'est gentiment proposé aussi comme personne ressource si jamais, vu qu'il a beaucoup d'expérience dans le voyage, qu'il a aussi fait appel à des prestataires. Donc n'hésitez pas à le contacter si jamais. Et avant de passer aux autres aspects administratifs, je lui redonne la parole volontiers. Merci. Alors, le plus beau voyage, c'est celui qu'on n'a pas encore fait, comme disait Loïc Perron. Donc, le voyage, ça se prépare déjà à la maison avec un certain nombre de questionnements. Oups. À la maison, eh bien, on a tout ce qu'on veut, tout ce qu'il nous faut en tout cas. Une salle de bain adaptée, des coussins de soutien, un lit électrique, un lève-personne, un fauteuil roulant électrique, tous ces éléments-là, on va pas pouvoir forcément les retrouver en voyage. Autrement, eh ben, on se retrouve à devoir déménager pratiquement et c'est pas possible. Donc, il est important, quand on planifie son voyage, de prioriser les besoins, comme je vous le disais déjà avant. Prendre ce qui est indispensable. Envisager quelques éléments éventuels de confort, mais aussi mettre de côté tout ce qu'on peut faire sans, c'est-à-dire sans passer, afin de réduire la quantité de bagages et de rendre le voyage possible. Donc, il faut penser rationnel et pratique. Entre autres, en se posant la question, est-ce que cet élément-là, je peux le trouver sur place ou non? Si oui, je ne le prends pas, je le trouverai sur place. Est-ce que cet élément-là, je peux le remplacer par autre chose que je trouverai sur place?
Si c'est le cas, eh bien, je ne prends pas et je remplacerai par autre chose sur place. Et puis, pensez aussi au contexte particulier du voyage. Dans le contexte particulier du voyage, on doit adapter, on est obligé d'adapter ses habitudes et ses routines. Donc peut-être que les besoins en matériel ne sont pas les mêmes, parce qu'il va falloir adapter les besoins en matériel aux routines du voyage et aux conditions du voyage. Il faut aussi penser dans le contexte particulier à imaginer quelles sont les infrastructures disponibles. Le niveau d'accessibilité des infrastructures disponibles sur place va vraisemblablement définir le type d'éléments que vous allez prendre avec. Vous devez aussi imaginer de savoir quelle est la marge d'aide humaine possible sur place. Dans les pays émergents, africains notamment, mais aussi en Asie, on a souvent beaucoup, beaucoup d'aide à disposition, beaucoup de main-d'œuvre très bon marché, qui sont prêtes à donner des coups de main et à travailler pour presque rien, à vous aider dans le quotidien. Donc, l'aide humaine peut être aussi un moyen de compenser la situation de handicap et de réduire la quantité de bagages, par exemple. Et puis, pensez aussi que le voyage, il est éphémère. Le voyage, c'est comme une étoile filante dans le ciel de nos vies, éphémère et lumineux, laissant derrière lui la trace indélébile de souvenirs qui illuminent notre existence. Donc, quand on part en voyage, on part pour 2 semaines, 3 semaines peut-être, 4 si on est chanceux. C'est limité dans le temps. Donc, on peut se permettre de perdre du confort. On peut se permettre d'accepter des circonstances qui sont peut-être aussi un peu moins agréables qu'à domicile. Alors, voyager, oui, mais comment? Alors, on peut imaginer se promener en remorque derrière une moto, hein, pourquoi pas? C'est pas forcément, j'imagine, la façon que vous allez choisir. Il y a bien sûr toute une liste de transports. Alors, le plus simple et le premier, c'est le véhicule privé. Oui, c'est bien. On a l'habitude de son véhicule, parfois on le conduit soi-même, parfois on est conduit de toute façon, mais ça reste limité à l'Europe. On ne peut pas aller beaucoup plus loin avec son véhicule privé que sur le continent européen. Vous me direz, c'est déjà pas mal, mais malgré tout, ça limite. Aujourd'hui, les trains sont possibles, mais c'est encore souvent compliqué. Pourquoi? Bien parce qu'il n'y a pas de standards internationaux et que chaque pays, chaque compagnie de chemin de fer à ses propres procédures de réservation de places et d'assistance. Typiquement, vous ne pouvez pas aller à un guichet CFF demander qu'il vous réserve comment dire, une cabine adaptée dans un train de nuit Nightjet européen. Vous devez absolument passer par la compagnie, le numéro dédié de la compagnie pour faire cette réservation et c'est souvent très compliqué. L'avion, ben, c'est étonnant, mais c'est relativement facile parce qu'il y a en fait des obligations internationales de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui ont été posées pour fournir une assistance dans les aéroports. Donc, tous les aéroports qui ont des liens internationaux, donc des vols internationaux et des vols internes, autres que les petits avions individuels, eh bien, tous ces aéroports doivent fournir une assistance. Les compagnies d'aviation n'ont pas le droit de refuser une personne à mobilité réduite, sauf si elle n'est pas accompagnée, donc elles peuvent exiger un accompagnant, ou alors pour des motifs de sécurité, si la personne avec handicap est un danger pour les autres passagers ou pour le vol, ou s'il y a impossibilité d'embarquement en raison de la taille de l'avion. Et ça, c'est un souci qui parfois se pose sur les petits avions de charter ou les avions de ligne sur des petits trajets. Eh bien, les portes de soute à bagages sont petites et il est parfois difficile d'embarquer notamment des fauteuils roulants électriques trop grands dans ces avions. Donc, un élément à vérifier aussi, c'est est-ce que on va pouvoir m'embarquer et embarquer mon matériel dans l'avion. Les bateaux de croisière, c'est une façon de faire aussi un voyage très sympa. Et cette façon de faire, eh bien, c'est de plus en plus accessible. La plupart des grandes compagnies de croisière ont des cabines adaptées. Attention toutefois, dans les croisières, il est très rare que les excursions soient adaptées. Donc, vous risquez
de rester coincé sur le bateau pendant toute la croisière et de ne pas pouvoir aller à terre dans les escales. On peut voyager en bus aussi. États-Unis, Canada, pas de souci. Il existe des plateformes de réservation dédiées où on peut prendre son billet de bus et puis ensuite la compagnie met à disposition un véhicule tout public, mais adapté pour ce trajet-là. En Europe, ça se développe, notamment Flixbus ou bien Blablacar Bus ont aujourd'hui la possibilité de faire des réservations avec une demande d'adaptation et ils s'organisent pour rendre le voyage adapté. On peut aussi louer des véhicules sur place. Alors aux États-Unis, au Canada, il y a un large réseau qui existe. C'est assez facile de trouver des véhicules pour être transportés, voire même des véhicules avec conduite adaptée. Ça se trouve aussi. En Europe, ça se développe gentiment. Il y a notamment la compagnie Eurocar qui, dans pas mal de pays d'Europe, a maintenant des véhicules qui permettent d'embarquer un fauteuil roulant. Mais par contre, on ne peut pas les conduire soi-même. Et dans le reste du monde, ben, il faut l'admettre, ça reste un énorme défi. C'est souvent la plus grosse difficulté qu'il y a, c'est de trouver comment se déplacer dans le pays. Mais ça existe de plus en plus et on trouve, en cherchant bien, on trouve des compagnies qui peuvent fournir un véhicule avec chauffeur et qui peuvent vous déplacer. Alors l'aéroport, si on part en avion, eh bien l'aéroport, on le sait, c'est un lieu anxiogène pour tout le monde. C'est une source de stress pour tout le monde. La colonne de gauche, c'est vraiment le tout le monde. Il y a déjà comment est-ce que je vais arriver à l'aéroport? Comment est-ce que je vais aller au bon terminal? Comment vais devoir faire l'enregistrement? Comment est-ce que je vais traverser la sécurité? Comment va se passer l'embarquement? Comment est-ce que je vais récupérer mes bagages à l'autre bout? Est-ce que je vais les retrouver? Et puis après, il y a toute l'immigration et les contrôles douaniers. Mais si vous avez une situation de handicap, eh bien, il faut ajouter la peur d'arriver en retard et de pas pouvoir avoir accès à l'assistance, d'avoir une assistance qui dysfonctionne et qui parfois vous maltraite. Ça m'est arrivé d'avoir été considéré comme un bagage spécial et non pas comme un humain. La peur d'avoir oublié quelque chose d'important. Le chargeur de la chaise électrique, par exemple. Ça, c'est un élément qu'on aurait tendance à oublier et qu'il ne faut surtout pas. La peur d'être blessé dans les manutentions et les transferts, dans la mobilisation en général. La crainte, tout d'un coup, de se dire, mais qu'est-ce que je fais si je dois aller aux toilettes dans l'avion? Comment est-ce que je vais gérer ça? La peur que mon fauteuil roulant soit perdu ou cassé. Vous savez peut-être qu'aux États-Unis seulement, c'est plus de 4 500 fauteuils roulants qui sont perdus chaque année par les compagnies d'aviation. C'est un risque important, il faut le savoir, et c'est d'ailleurs pour ça que je vous recommande de voyager avec deux fauteuils. On va le voir tout à l'heure. Alors l'assistance à l'aéroport, elle doit permettre de demander de l'assistance, donc il doit y avoir un point de contact, un point d'accueil, d'avoir de l'aide pour se déplacer de ce point de contact jusqu'au comptoir d'enregistrement, d'avoir de l'assistance éventuellement pour procéder à l'enregistrement et l'enregistrement des bagages, d'avoir de l'aide pour se déplacer jusqu'à l'avion, d'avoir de l'aide pour euh, embarquer dans l'avion, pardon, de se rendre donc jusqu'à la porte, de la porte jusqu'au siège, et l'assistance assure aussi d'entreposer vos bagages à main dans les coffres spécifiques en dessus des sièges. Et puis au retour, quand on arrive, ben, c'est la même chose. Donc c'est depuis la prise en charge dans l'avion jusqu'à sortir de l'aéroport, et même, que ça soit à l'aller et au retour, il y a possibilité de demander de l'aide pour aller aux toilettes. Et, élément important à garder à l'esprit, il est défini internationalement que les services d'assistance sont des services gratuits. Vous ne devez donc pas payer pour l'assistance. L'assistance est financée par un petit pourcentage des taxes aéroports. Donc, si on vient vous demander de l'argent parce qu'on vous a donné de l'assistance, ben vous devez dire non. Vous pouvez toujours donner un pourboire, c'est un choix, mais c'est un choix libre. Vous ne devez pas payer l'assistance. En Suisse, la procédure est très claire. Il faut s'annoncer à sa compagnie d'aviation au moment de la réservation ou
au minimum 48 heures avant l'embarquement. Moins de 48 heures avant l'embarquement, vous n'avez pas de garantie d'avoir de l'assistance. Vous devez préciser vos besoins en assistance, savoir si vous pouvez vous déplacer à pied tout seul, avec de l'aide, si vous pouvez vous tenir debout ou si vous ne pouvez pas du tout vous tenir debout, si vous avez des troubles de la communication, des troubles cognitifs, etc., etc. Vous devez préciser aussi comment vous serez accompagné. Est-ce que vous avez un proche aidant, un accompagnant, ou alors une aide animale, un chien d'assistance, un chien guide par exemple. Précisez les moyens auxiliaires que vous embarquez. Vous avez droit à 2 fauteuils roulants. Ça peut être un roulant électrique et un fauteuil roulant manuel ou une chaise d'aisance. Pour les fauteuils roulants électriques, il est important de définir le poids, la dimension et surtout le type de batterie. Il faut, dans la mesure du possible, des batteries sèches. Les batteries au lithium, la plupart des compagnies refusent de les embarquer. C'est important à savoir. Fauteuil manuel, ben, il faut connaître aussi dimension et poids. Et si vous avez besoin d'oxygène pendant le vol, il vous faut le signaler à l'avance parce que des compagnies peuvent refuser l'embarquement de bonbonnes d'oxygène. À l'aéroport, il faut se présenter minimum 2 heures à l'avance. À Genève, le check-in se fait directement à la compagnie avec laquelle vous volez, comptoir de la compagnie. Et à Zurich, il y a un comptoir assistance spécifique auquel vous pouvez avoir recours pour faire le check-in. C'est au check-in qu'on vous donnera un point de rendez-vous, une heure de rendez-vous, pour savoir où on va vous prendre en charge et à partir de où on va vous accompagner. Ça peut être un point de rendez-vous dans le hall de l'aéroport ou directement à la porte d'embarquement si vous pensez que vous pouvez y aller tout seul. Pensez à prendre dans vos bagages à main tous les éléments qui se démontent facilement de la chaise roulante, les repose-pieds, l'appui-tête, et à protéger les éléments très sensibles tels que le joystick ou le module de commande du fauteuil roulant électrique. Moi, notamment, généralement, je les emballe dans du papier à bulles que je scotche juste avant de laisser mon fauteuil au bagage. Et puis, ben après, j'ai envie de dire, faites confiance au service d'assistance et laissez-vous guider. S'agissant du logement, eh bien, le logement, il va aussi être défini concrètement. Vous pouvez passer le slide, s'il vous plaît? Selon vos besoins et vos exigences minimales. On n'a pas forcément tout le temps besoin de quelque chose de super adapté. Ce qu'il faut, c'est assurer qu'on ait une circulation verticale et horizontale suffisante, donc pouvoir se déplacer dans le bâtiment en hauteur et puis à plat, qu'il y ait des espaces de manœuvre suffisants notamment dans la chambre, et puis il faut évaluer les besoins que l'on a en infrastructure sanitaire. Faut-il une salle de bain et un WC entièrement accessibles? Ou on peut se contenter d'un sanitaire adapté à proximité de la chambre ou voire même de l'hôtel, sachant que ben, pour 2 semaines, la toilette, on la fera au lit, par exemple, avec une bassine et puis un peu d'eau et puis et un gant de toilette. C'est des éléments qui doivent être évalués. Après, il faut aussi définir quelles sont nos exigences en matière de prestations quant au lieu. Est-ce que je veux pouvoir accéder au restaurant, au bar, à la terrasse, à la piscine, au wellness, au spa, etc. Tous ces éléments-là doivent être évalués selon vos besoins et vos exigences minimales qui vous seront propres. Et surtout, vérifiez les informations reçues. Booking.com et Airbnb sont des plateformes intéressantes parce qu'on a des informations d'accessibilité, mais elles ne sont pas toujours fiables. Parce qu'elles sont basées, ces informations, sur l'autodéclaration des propriétaires et il n'y a pas de vérification effective. Donc, vaut mieux vérifier par 2 fois et par 2 canaux différents pour être sûr. Quelques petits trucs et combines ou petits gadgets qui peuvent vous aider dans un voyage. Alors, typiquement, là, je vous ai mis vraiment 2, 3 exemples, hein. Un uribag, c'est un urinal pour hommes à gauche et pour femmes à droite, de voyage pliable qu'on met dans son sac à main. Typiquement, ça vous permet notamment de faire pipi discrètement sous une couverture dans l'avion si vous ne pouvez pas aller aux toilettes.
Une paille rétractable, pliable, métallique, lavable, qui se range dans une toute petite boîte. Si vous avez besoin d'une paille pour voyager, ben, prenez pas le risque d'utiliser des pailles que l'on vous donne en plastique. Vous ne savez pas où les entraîner. Dans certaines régions du monde, c'est dangereux. Ayez une paille à vous que vous nettoyez. Il existe aussi des toiles de portage. Et typiquement à droite, là, c'est celle qu'on appelle le FOB, Fly Over Barriers. C'est une toile de portage qui permet donc une enveloppe qui permet de vous mettre dans cette toile. Et puis, avec des poignées, ça permet de porter la personne dans divers endroits inaccessibles, notamment accéder à un bateau, par exemple, ou monter des escaliers, ou rentrer dans l'avion, par exemple. On peut aussi imaginer prendre avec soi une chaise d'aisance pliable, ça existe. Le modèle en bas à gauche, là, que vous voyez, ben, c'est un modèle israélien mais qu'on trouve en Suisse aussi, typiquement. Ça se plie et se range dans une valise. Et puis, c'est une chaise percée qui permet de passer par-dessus la plupart des toilettes, voire même par-dessus les toilettes turques, et puis qui permet aussi d'être utilisée sous la douche. On peut imaginer prendre avec soi une bassine pliable de camping, comme vous avez au milieu. C'est un bon moyen d'avoir un petit récipient léger dans son sac pour faire sa toilette, par exemple. Ou alors, il y a même des possibilités d'organiser un toilette pliable. Ce tabouret avec un sac poubelle dessous, c'est en fait un toilette que j'utilise dans certains pays, parce que je ne peux pas accéder aux toilettes. Donc, du coup, je me transfère sur ce tabouret et il y a un trou au milieu. Et dessous, je mets simplement un sac plastique, un sac poubelle. Je fais mes besoins dans le sac poubelle, puis ensuite, on enlève le sac poubelle et on le met à la poubelle. C'est une façon de pouvoir faire euh, ses besoins à peu près n'importe où, même dans sa chambre d'hôtel, s'il n'y a pas de toilette adaptée. Sur place, ben, Paulo Coelho disait très bien, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, je vous propose d'essayer la routine. Elle est mortelle. Eh bien oui, tout ça pour dire que finalement, sur place, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même des dangers possibles. Alors, pensez à vivre pleinement l'aventure du voyage. C'est ça qui est important et primordial. Mais soyez attentifs au soleil, à la chaleur, au courant d'air. Ce sont des éléments qui peuvent vous mettre mal et du coup, ça perturbe tout votre voyage. Pensez aux effets pervers des pièces climatisées. Habillez-vous avec des couches d'oignons, comme on le dit. Portez des vêtements selon ce principe. Ça vous permettra d'avoir chaud dans les pièces climatisées et pas trop chaud à l'extérieur. Faites très attention à la qualité de l'eau. Ne buvez jamais d'eau plate ni de glaçons faits avec de l'eau plate. Seulement des éléments liés à de l'eau qui est tirée de bouteilles fermées. Parce qu'une tourista, il n'y a pas pire pour gâcher les vacances. Donc, non, aussi, pas d'aliments crus lavés à l'eau. Seulement des aliments crus pelés et qui n'ont pas été lavés. Ou des aliments cuits. Faites attention aux épices aussi. Les plats épicés, ça perturbe le transit. Faites attention aussi au risque d'abus de vulnérabilité. Il ne faut pas se leurrer, dans certaines régions du monde, la personne avec handicap, elle est une victime potentielle d'abuseurs de tout type. On va essayer de vous arnaquer, on va essayer de vous voler, peut-être parce que vous ne pourrez pas courir après la personne qui vous a piqué votre porte-monnaie, par exemple. On va essayer de vous rouler dans la farine. Alors, soyez prudents. Euh, Ayez conscience du fait que peut-être des gens malsains vont essayer d'abuser de votre vulnérabilité potentielle. Et puis, pensez aussi à dans quelles conditions vous faites vos soins de santé, vos soins personnels. Vérifiez la propreté de ces soins. Il ne s'agit pas d'être dans une salle aseptisée, mais il s'agit de ne pas être contraint d'avoir les soins de base dans des endroits qui sont particulièrement pathogènes. Voilà, merci Pierre. Avant de passer aux aspects assurance et soins médicaux, je veux juste rebondir sur de nouveau l'importance d'être attentif au climat des destinations que vous envisagez en cas de CEP, surtout à cause du phénomène Loutov qui peut se manifester. Et certainement que certains d'entre vous
savent déjà ce que c'est. Mais pour résumer, c'est une exacerbation des symptômes liés à l'augmentation de la chaleur corporelle, notamment à cause du climat, mais ça peut être aussi en cas de fièvre ou d'activité physique. Et puis, bah, pour plus de renseignements sur ce sujet, je vous invite à voir le webinaire qui a été fait avec Magali Stephen, une ergothérapeute qui nous parle des déclencheurs et puis de quelques pistes pour le prévenir. Et puis, on a aussi un article sur notre site. Donc, n'hésitez pas à consulter ces deux liens pour en savoir plus. Et puis, maintenant, je vais passer à l'aspect fortement moins intéressant, mais tout aussi important et de manière très brève, je vous rassure, sur les assurances. Peut-être que le conseil le plus important que j'ai à vous donner, c'est s'il vous plaît, vérifiez déjà ce pourquoi vous êtes couvert avec vos assurances, typiquement l'assurance ménage ou encore si vous avez une carte de crédit, parce que typiquement avec la carte de crédit, certaines compagnies assurent les frais d'annulation de voyage. Donc, avant toute chose, regardez bien ce que vous avez et surtout ne euh, souscrivez rien en ligne avant d'avoir demandé plus de détails parce que typiquement, ça se peut que la sclérose en plaques puisse être exclue des conditions puisque typiquement, c'est pas une maladie chronique. Donc, vraiment, n'hésitez pas à demander à parler avec un assureur avant d'envisager de souscrire l'assurance voyage. Aussi, au niveau de l'assurance maladie, juste l'information principale, ben, est-ce qu'il y a une réserve quant aux frais médicaux faits à l'étranger? La réponse est oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas d'urgence médicale à l'étranger, la LAMAL, elle peut couvrir les soins nécessaires, mais jusqu'à concurrence du tarif suisse. Et malheureusement, dans de nombreux pays, ben, les frais médicaux peuvent dépasser parfois même considérablement les tarifs suisses, ce qui signifie que sans assurance complémentaire, c'est à vous de payer les montants restants de votre propre poche. Et donc, c'est pour ça que ben voilà, certaines assurances complémentaires existent et proposent une meilleure couverture. Après, je sais que lorsqu'on a diagnostiqué la sclérose en plaques, si on n'avait pas d'assurance complémentaire avant, c'est très, très compliqué de pouvoir en souscrire une. Mais bon, pour ceux qui en ont une, ben, regardez bien les conditions aussi à l'étranger pour vous préparer. Et puis, deuxième chose, peut-être, sachez que s'il y a des frais médicaux à l'étranger à payer, ce ne sera pas imputé de votre franchise et de votre quote-part en Suisse. Donc juste, voilà, que vous soyez conscient de ça. Et on en a déjà vite fait parler avant, mais par rapport aux préparatifs médicaux pour le voyage, ben, la chose la plus importante à faire, c'est se renseigner auprès de votre médecin, que ce soit par rapport à votre capacité de voyager, les médicaments que vous prenez, que vous avez importés, et puis surtout ben, d'avoir aussi un rapport médical, idéalement en anglais ou dans la langue du pays, le passeport médicament à jour et signé. Et puis, dernier petit point, je parle d'apostille. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais si jamais, selon le pays de destination, selon le traitement, les médicaments que vous devez prendre, il se peut que cela nécessite que l'ordonnance médicale, le certificat médical nécessite un tampon, un sceau officiel d'une autorité publique, ça peut être d'un notaire, ça peut être d'une autorité cantonale, mais en plus de la signature du médecin. Donc, le mieux, c'est de se renseigner aussi bah, et avec votre médecin et de l'autre côté auprès de l'ambassade du pays que vous envisagez pour savoir s'il y aurait matière à. Ensuite, là, je vous mets juste quelques informations principales, des questions que vous pouvez avoir si vous n'avez jamais voyagé avec des médicaments et des traitements. Par rapport au transport, déjà, mettez tout dans votre bagage à main. Pourquoi? Parce que les bagages en soute peuvent être perdus ou alors retrouvés 2, 3 jours après. Et ben, si vous avez quelque chose à prendre dans ce laps de temps, ben, c'est fichu. Donc vraiment,
enfin, j'insiste sur le bagage à main. Et puis aussi, ben, par rapport à ça, ben, il peut y avoir des questionnements sur la douane, les liquides, les limitations ou le transport de certaines choses dans l'avion. Donc, typiquement, bah, les seringues sont autorisées dans un avion. Prenez aussi celles de réserve dans votre bagage à main pour la même raison que j'expliquais avant. Et puis, tous les médicaments et le matériel destiné à l'usage personnel ne doivent pas être déclarés à la douane. Ça, c'est important à savoir. Simplement, ayez la documentation liée avec vous. Et puis, toujours, utiliser les emballages d'origine des médicaments et les éléments réfrigérants. Si par exemple vous avez besoin d'un traitement qui doit être réfrigéré, ils sont autorisés, ceux de plus de 100 millilitres, à condition bah, voilà, que ce soit nécessaire à votre traitement. Donc aussi, si le document médical peut le spécifier, c'est très bien. Et vous pouvez aussi demander à la compagnie aérienne si c'est possible de réfrigérer le traitement pendant le vol, mais juste attention, même aussi une fois que vous êtes sur place, à ne pas utiliser un congélateur, mais bien le frigo de l'hôtel ouais, ou de votre habitation. Par rapport au traitement par perfusion, si ça devait être fait pendant votre déplacement, euh, il faut savoir qu'il faut d'abord en discuter de nouveau avec votre médecin, mais plus précisément votre neurologue en Suisse, qui prendra contact avec un ou une neurologue à l'étranger. Et c'est possible que votre neurologue ait déjà certains contacts préétablis dans certains pays. Et puis surtout par rapport à la prise en charge, alors normalement, encore une fois, la LAMAL peut prendre en charge les coûts des traitements dispensés en cas d'urgence à l'étranger. Et puis il y a urgence quand on ne peut pas exiger de la personne qu'elle soit de retour en Suisse dans un laps de temps approprié. Là, de nouveau, j'appellerai votre assureur en lui expliquant votre situation, en disant, bah voilà, je prends tel traitement, je fais tel séjour, je devrais euh, avoir une dose, comment ça se passe, ce que vous prenez en charge ou pas. Et puis, juste si vous disent oui, ben, ce serait bien d'avoir une preuve écrite de la chose, que ce soit par mail ou ben, un courrier de l'assurance pour éviter que ça se retourne contre vous. Parce que voilà, ça doit passer aussi dans un médecin conseil, etc. Donc, juste voilà, préparer ça à l'avance. Par rapport à la médecine de voyage courante, j'ai rien de spécial à vous dire, mis à part ben, peut-être oui, aussi vérifier les effets que peuvent faire certains de ces médicaments. Pas que vous soyez surpris si ça venait à arriver, bien anticiper. Enfin, c'est mieux d'être au courant de ce qu'on prend. Et puis surtout que ça n'a pas, enfin voilà, ça ne va pas péjorer votre traitement contre la CEP de manière générale, mais voilà, demandez toujours à votre médecin quand même. Et puis, par rapport aux analgésiques puissants, là, typiquement, c'est un exemple euh, de chose qui peut nécessiter une apostille, comme je vous ai dit avant, donc ce tampon d'une autorité officielle. Et puis, bah, encore une fois, renseignez-vous auprès de l'ambassade du pays en question. Et puis, ben, de nouveau, les emballages originaux, j'insiste, avec les notices. Pourquoi? Parce que si, ben, typiquement, vous deviez vous rendre chez le médecin pendant votre voyage, ben, voilà, qu'il puisse aussi avoir accès à la notice puis aux informations nécessaires. Là, je ne vais pas vous la lire, vous inquiétez pas, c'est juste une slide à disposition pour un peu résumer les choses à prendre avec vous dans votre bagage à main au-delà des soins médicaux. Donc, n'hésitez pas à reconsulter notre présentation pour un peu voir cette liste. Et puis, peut-être dernière chose, ben, au niveau de la vaccination, selon le traitement que vous prenez contre la CEP, c'est possible que la protection vaccinale soit impossible. Et donc, à nouveau, il faut consulter votre neurologue pour savoir ce qu'il en est. Et puis ensuite, vous pouvez avoir des renseignements auprès d'instituts de vaccination
Je vais vous en parler juste après. Et je sais que ça fait énormément de choses. Je vous demande de contacter votre assureur, vos médecins, l'ambassade. Enfin, il y a plein de gens en jeu. C'est pénible, mais dites-vous que certaines choses, notamment les assurances, notamment déjà parler de potentiellement partir en vacances avec votre neurologue la prochaine fois que vous le voyez, enfin, qu'est-ce qu'il en pense, etc. C'est tout des choses que vous pouvez faire avant d'avoir un projet concret. Et c'est tout des informations que vous ne voudrez pas redemander une deuxième fois. Et surtout que, après, il faudra juste réadapter vos questions aux destinations que vous choisirez. Mais enfin voilà, dites-vous bien sûr que si vous vous dites qu'il faut tout demander en même temps, une fois qu'on a choisi la destination et réservé notre billet d'avion, effectivement, ça risque d'être compliqué. Donc c'est pour ça qu'on vous dit depuis le début de planifier le plus possible à l'avance certaines choses. Donc, par rapport au centre de vaccination, là, je vous mets les informations et l'adresse du centre qui se trouve au CHUV. Et ce qui est sympa aussi, c'est de savoir qu'il y a la pharmacie des voyages qui est accessible après la consultation. Puis, ça va vous permettre aussi de vous équiper justement des médicaments et des choses courantes suivant votre destination. Ah, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que normalement, on peut prendre rendez-vous par Internet, mais pour les personnes immunosupprimées, je vous recommande fortement de plutôt téléphoner et d'expliquer votre situation pour avoir un rendez-vous. Là, je vous mets encore le lien pour que vous puissiez cliquer dessus une fois que vous avez notre présentation. Et voilà, on arrive à la fin. J'essaie d'être bref, c'est pas vraiment les choses les plus intéressantes comme j'ai dit au début, mais au moins vous êtes un peu plus au courant. Et on espère que du coup, avec cette présentation, vous puissiez avoir une vision un peu plus claire des différents aspects à prendre en compte lorsqu'on désire voyager, mais surtout que ça a pu vous être utile. Et si vous arrivez à vous projeter dans vos projets, c'est encore mieux. Voilà. Du coup. Merci, merci infiniment à Soriana Adro et Pierre-Margot Catin pour cette passionnante présentation. On va maintenant passer aux questions. Euh, donc, je vais poser la première question. Donc, on déborde un petit peu sur 19 heures, qui est d'habitude prévu. Ce ne sera pas encore trop, trop long, si jamais. Donc, n'hésitez pas à les noter, comme j'ai dit, hein, en haut ou en bas de votre écran en cliquant sur le petit QNR, les petites bulles, et vous pouvez nous écrire vos questions. Alors, la première question, quelles recommandations par rapport au financement des assistants personnels qui nous accompagnent? Faut-il les payer à l'heure, par forfait? Qui prend en charge leurs frais de transport ou d'hébergement? Merci. J'imagine que c'est plutôt une question pour Pierre. Oui, merci. Mais j'ai pas une réponse très claire non plus. Pas de souci. Mais par contre, c'est difficile à dire parce qu'en fait, ça dépend de vos habitudes et de vos pratiques. Si c'est des assistants que vous prenez avec, eh bien, vous ne pouvez pas tellement les payer à l'heure parce ils vont être au travail, entre guillemets, 24 heures sur 24 pendant le séjour, quelque part. Donc, vous ne pouvez pas imaginer les payer à l'heure. Il vaut mieux négocier avec eux un forfait journalier, euh, quelque chose comme ça. Je pense que c'est plus facile. Par contre, si vous avez recours à des assistants à l'étranger, alors, première chose, vous aurez de la peine à les faire financer à travers la contribution d'assistance, parce que vous aurez de la peine à faire valoir un contrat d'engagement selon le droit suisse qui est nécessaire pour la contribution d'assistance. Mais là, par contre, il est recommandé, très largement recommandé, de plutôt engager les gens à l'heure. Parce que là, typiquement, on va pas ni négocier des forfaits, ni faire un engagement de durée indéterminée pour 2 semaines, entre guillemets. Très bien, merci pour cette réponse. Euh, Peut-être un petit partage d'expérience de votre part, si vous êtes d'accord, Pierre. Est-ce que vous auriez un pays à conseiller, ou quel était le meilleur pays selon votre expérience, le plus accessible? Meilleur, c'est pas le mot, mais le plus Vous parlez accessible et le plus facile. d'accessibilité plutôt architecturale et plus facile pour comment dire, manière générale. De manière Donc générale. là, j'aurais envie de dire États-Unis, Canada, Scandinavie.
Très bien, merci beaucoup. Japon aussi. Étonnamment, Japon, très accessible. En tout cas, dans toutes les zones urbaines et les zones développées. En pleine campagne, parfois c'est plus difficile. Mhm. Oui. Après, en termes d'accueil humain, moi j'ai envie de dire Thaïlande, Afrique du Sud, notamment. Ce sont deux endroits où il y a vraiment une propension humaine à l'accueil des personnes qui ont des difficultés et des vulnérabilités et où les gens se mettent en quatre pour vous aider, entre guillemets. Très bien, merci beaucoup pour ce partage. Une autre question par rapport au trajet, au transport, en avion, en bus, si on a besoin de bouger en lien avec les douleurs, quelles sont les possibilités? Eh bien, les mêmes possibilités que tout un chacun, c'est-à-dire Mhm. que dans un avion, vous pouvez, sauf quand il y a obligation comment dire, D'être de attaché. porter sa ceinture, Mhm. vous pouvez bouger un peu, vous pouvez vous lever un peu. Mais si vous ne pouvez pas vous lever de votre siège, ben, il n'y a pas de moyen de vous mobiliser. C'est-à-dire que, à part le fait que ce soit votre accompagnant qui est à côté de vous, qui vous fasse bouger sur votre siège, vous ne pouvez pas aller demander au personnel de cabine de venir vous lever de votre siège pour vous mettre sur une autre chaise pendant un petit moment. Ça, c'est pas possible. Ça se fait pas. Donc, en fait, quand vous êtes sur votre siège d'avion, vous êtes sur votre siège d'avion. Vous y restez si vous ne pouvez pas vous lever seul. Mais il n'y a pas de limitation autre que pour monsieur et madame tout le monde. C'est la même chose dans les bus. Dans les bus, il n'est pas interdit de se lever de son siège. Il n'est pas recommandé de se lever de son siège, par contre, mais vous pouvez vous lever un tout petit peu. Donc, si vous arrivez à faire ça, il n'y a pas de problème. Autrement, ben, vous êtes dans les mêmes conditions que les autres, quelque part. Très bien, oui, tout à fait. Dans les avions, les règles sont intransigeantes par rapport à d'autres transports. Oui. Euh, alors, s'équiper d'un fauteuil complémentaire peut représenter un investissement conséquent. De ce fait, y a-t-il des aides complémentaires en Suisse pour faciliter les déplacements? Là, je pose peut-être la question aux deux. Euh, à voir. Moi, j'ai l'impression que si on a un fauteuil électrique, par exemple, on a de toute façon droit, normalement, financé par l'assurance invalidité, à un fauteuil manuel, en plus. Donc, ça ne devrait pas poser de problème d'avoir deux fauteuils, un électrique, un manuel. La chaise d'aisance, par contre, c'est un élément qui est un moyen auxiliaire et il est vraisemblablement financé par l'assurance invalidité pour autant que le besoin soit démontré et puis que vous en ayez besoin aussi à la maison, pas seulement pour les Mhm. voyages. Mais juste après, je laisse volontiers la parole à Soriana, qui en sait sûrement plus que moi. Mais pour la petite histoire, une chaise d'aisance telle que celle que je vous ai montrée là, qui est pliable, c'est de l'ordre de 600 francs, je crois, hein. Donc, ce n'est pas des investissements gigantesques. Soriana, tu veux compléter quelque Oui, chose? je complète volontiers, mais simplement effectivement que c'est à demander d'abord à l'assurance invalidité. Et si on est dans une situation financière voilà, qui n'est pas non plus la plus optimale, ensuite, si une fois que l'AI s'est positionnée a dit non, vous pouvez toujours faire la demande à des fonds privés en contactant Pro Infirmis ou notre fonds. Et on peut toujours regarder selon votre situation et le pourquoi du comment, s'il y a un moyen de vous aider en partie. Mhm. Merci bien. Peut-être par rapport au budget, si on reste sur cette question, est-ce que le budget voyage d'une personne en situation de handicap ou avec des besoins spécifiques est forcément plus important selon vous que pour quelqu'un d'autre ou pas? Je ne sais pas, selon vos expériences. Alors, selon mon expérience, oui, il l'est un peu. Parce qu'il y a forcément, si on veut un minimum d'accessibilité, notamment des hôtels, on va devoir se retrouver à réserver un hôtel qui est plutôt un 3 ou 4 étoiles au lieu de ce qu'on appelle d'une maison pour backpacker, donc Mm. d'une espèce d'auberge pour voyageurs sac à dos, hein. Donc, à l'évidence, il y aura des coûts un peu plus élevés en matière de logement. Les prestations de transport adaptées sont souvent aussi un peu plus chères à l'étranger
est plus cher que les transports publics la plupart du temps. Donc, il y a aussi un budget transport qui est peut-être un peu plus élevé sur place. Pour le reste, eh ben, le surcoût qu'il y a, c'est que généralement, on doit voyager accompagné. Donc, il y a deux billets d'avion au lieu d'un. Donc, on ne peut pas imaginer un budget individuel. Il faut tenir compte du fait qu'on ne voyage généralement jamais seul. Très bien, merci. Hmm. Est-ce qu'au niveau du logement, il existe des recommandations pour trouver des chambres disposant d'un lit électrique? C'est encore très peu fréquent, mais on peut le trouver. Et il y a d'ailleurs pour la France notamment, il y a un site, je ne sais plus le nom, mais il existe, hein, si vous recherchez un peu sur Internet, vous allez trouver un site qui a été créé par une personne en situation de handicap en fauteuil roulant électrique qui a recensé toute une série de logements de vacances de tout type en France qui sont adaptés. Et parmi les critères d'adaptation, il y a aussi la possibilité d'avoir un lit électrique. Donc, ça commence à se trouver, mais ça reste dans un rayon quand même très européano-centré, si je veux dire ainsi. Dans les voyages exotiques, c'est beaucoup plus difficile. On a une suggestion, Mobé Travel? Mobé Travel? Moby Travel. Moby, ouais, Oui, Moby Travel, je connais, effectivement, il y a des voilà. informations intéressantes. Oui. D'accord, donc ça s'écrit, je ne sais pas si c'est écrit comme Mobeee, je E-E, crois. E-E, Travel. Oui, Travel, si c'est oui. bien ça. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question. Sinon, on va passer à la fin de ce webinaire. Je crois que c'est tout bon. Donc, tu peux remettre le PowerPoint. C'est rien de Oui, oui, oui. Attends, j'arrive. problème. Et puis, Deux. il y a la slide du conseil. Bien sûr, oui. Alors, je finis juste, ben là, on a parlé voyage ensemble et assurance, mais pour toutes les autres questions euh, liées à votre vie professionnelle et personnelle, n'hésitez pas à nous contacter, mes collègues assistantes sociales et infirmières spécialisées et moi-même. On vous écoute, on vous informe, on évalue avec vous votre situation. Et puis, si on ne peut pas répondre à vos questions ou si c'est voilà, c'est une autre organisation qui peut vous aider, on vous oriente volontiers dans le réseau et puis on vous accompagne dans les démarches liées aux assurances sociales ou autres. Donc, n'hésitez pas. On est joignable du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures via l'infoline CEP, où il y a le numéro aussi dessus. Et vous pouvez nous appeler également de manière anonyme. Donc, vraiment, si vous avez des questions et que vous ne voulez pas partager votre vie, n'hésitez pas quand même. On est quand même là. Et sinon, les cours et formations, Amélie? Tout à fait. Donc, on a tout bientôt un cours en ligne destiné aux personnes récemment diagnostiquées. Par récent, on entend dans les 3 dernières années. Ceci afin de poser toutes vos questions à 2 personnes du conseil, justement, en petit groupe, en ligne. Donc, c'est pas anonyme, mais vous êtes en petit groupe. Mhm. Ensuite, sport adapté, il reste, c'est bientôt complet, mais il reste une de place pour la journée de ski adapté en collaboration avec l'association Différence Solidaire. Passer. Et puis, comme je disais en début de ce webinaire, la suite de ce cycle de cours aura lieu à Genève le 4 mai avec une visite vraiment des étapes de A à Z. Je ne sais pas si Pierre, vous voulez rajouter juste 2 mots par rapport à cette journée. Alors, vraiment deux mots, il s'agit vraiment de s'immerger dans l'aéroport et de faire le cheminement depuis l'arrivée en train en tout cas, au moment où on passe le contrôle de sécurité, voire plus loin si on arrive à obtenir l'autorisation des services de sécurité pour que vous puissiez vivre et expérimenter le stress de l'aéroport, la foule dans les couloirs, mais aussi l'assistance, puisque l'assistance sera présente. Donc GVA sera présent et vous présentera en détail ses prestations et son mode de fonctionnement, ainsi que les procédures.
Très bien, merci. Donc, il y a peu de place. Alors, vous pouvez déjà vous inscrire en ligne. Dans le thème de l'information, une soirée d'information à Bienne le 4 mars. Là aussi, il reste des places. Il y aura 3 intervenantes, une neurologue, une physiothérapeute et une ergothérapeute qui vont aborder différents sujets tels que la fatigue, entre autres. C'est une soirée multidisciplinaire et bilingue, mais traduite simultanément. Donc, pour les gens qui viennent du coin ou plus loin, n'hésitez pas à venir. Puis, le oui, la suite, le séjour en groupe en septembre, là aussi, les inscriptions sont ouvertes. Puis la suivante. La semaine de sport adapté, pareil, au mois de juin, avec différentes activités adaptées pour pas mal de monde. Et très bien, donc nous arrivons maintenant au terme de ce webinaire. Nous restons, comme on l'a dit, à disposition. L'association Cap Contact également, donc vous n'hésitez pas à me transmettre si jamais vos questions. Je vous enverrai le lien du webinaire et de la présentation la semaine prochaine. Et puis, à la fin de ce webinaire, quand il sera terminé, vous aurez l'occasion de répondre à un petit sondage. On vous remercie d'avance, ça nous aide toujours à nous améliorer. Merci encore à Pierre Margot Catin et l'association Cap Contact pour leur collaboration dans la réalisation conjointe de ce webinaire, ainsi qu'à ma collègue Soriana Dro. Et merci pour cette passionnante présentation et de nous avoir fait un petit peu voyager ce soir. Nous espérons que ça va vous aider à oser repartir peut-être, à prendre confiance et que vous avez maintenant des outils et une petite checklist pour préparer et planifier votre prochain voyage. Merci pour votre participation, pardon, et très belle soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.